Vous m'entendez? Donc là, j'attends qu'il y ait au moins 70 personnes pour que je recommence, pour que je continue. Donc, on continue. On est toujours dans l'étude de la courbe thermique. On est arrivé à la fièvre ondulante. Donc, les poussées thermiques sont à début et à fin progressif, donc en lysisse, comme vous le voyez sur cette courbe-là, et ça évolue en général sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est comme dans la maladie d'Hodgkin, qui est une hémopathie maligne, et la brucellose, qui est une maladie infectieuse. Le fébrécule, le fébrécule est défini comme étant un décalage thermique aux environs de 39 degrés Celsius. Il se voit surtout dans la tuberculose et dans l'hyperthyroïdie. Donc vous voyez ici qu'au lieu d'être aux alentours de 37 et 37,5 degrés Celsius, donc la courbe thermique donc, se retrouve décalée aux alentours de 38 degrés. L'étude de la courbe thermique, donc le dernier aspect, c'est celui de la fièvre désarticulée ou de la fièvre hectique. Donc là, c'est une fièvre prolongée à grande oscillation, donc, et elle n'a pas un aspect irrégulier. Donc la température augmente et descend d'une manière anarchique. Donc, et elle est appelée fièvre désarticulée, hectique ou anarchique. Donc, on a terminé avec l'étude de la courbe thermique. Maintenant, heu, c'est l'étude c'est l'étude clinique. L'étude clinique, donc là, on doit examiner le patient, donc chercher les signes cliniques accompagnateurs. Donc on doit toucher notre patient, donc et là, on trouvera que, sa température cutanée est montée. On verra qu'il frissonne. On verra, quand on va, donc prendre ces paramètres vitaux, on va trouver une augmentation de la fréquence respiratoire, une accélération du pouls, on trouvera des signes de déshydratation et on trouvera, un patient qui est asthénique et on chiffrera un amaigrissement. L'examen clinique aussi donc doit chercher des signes évocateurs de l'étiologie. Donc par donc la palpation, on peut trouver une splénomégalie qui est une augmentation du volume de la taille pardon, de la rate, des adénopathies qui est une augmentation de la taille des ganglions. On peut trouver des troubles de la conscience, on cherchera des lésions ou bien des éruptions cutanées, on examinera les oreilles, la gorge où on pourra trouver une angine. Donc, il faut chercher
Donc, il faut chercher donc, les signes évocateurs. Sans oublier de rechercher les signes de gravité et de prendre les paramètres vitaux. Donc, chez un patient fébrile, il faut toujours rechercher les signes de gravité. Donc, devant un patient fébrile, on n'a pas le droit d'oublier donc la prise des paramètres vitaux. Donc, la fréquence respiratoire, quand elle va dépasser les 28 cycles par minute, donc on parlera de polypnée. Donc le patient sera tachycarde, donc il y aura une tachycardie avec une fréquence cardiaque qui va dépasser parfois les 120 battements par minute. Il y aura une hypotension avec une pression artérielle systolique basse au-dessous de 80, voire même donc 100 millimètres de mercure. Donc l'examen de la peau, on recherchera donc le purpura, donc car purpura et fièvre est une urgence thérapeutique. Là, il y a un mot qui a sauté, c'est une urgence pardon, c'est une urgence diagnostique, pardon. Donc, on cherchera le marbrure. Les marbrures vont traduire donc des troubles circulatoires. Donc, on touchera les extrémités et on va vérifier si vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Allô? On continue. Donc, on s'est arrêté, donc je reprends, à partir du purpura. À chaque fois que vous avez fièvre ou purpura, c'est une urgence, c'est une urgence diagnostique. Donc c'est une urgence diagnostique, donc là, j'ai rajouté diagnostic, il y a le mot urgence qui manque. Donc, ensuite, il faut chercher les marbrures car ça traduit des troubles circulatoires. La froideur des extrémités est un signe de gravité. L'existence d'un souffle. Donc, j'ai dit qu'on a terminé avec les signes de gravité. J'ai dit qu'on a terminé avec les signes de gravité. Maintenant, on passe aux paramètres vitaux. Donc, devant tout patient fébrile, il faut prendre la fréquence cardiaque et chercher la dissociation du pouls. La dissociation du pouls, c'est-à-dire que, alors que normalement, quand on a de la fièvre, on a une accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation du pouls. La dissociation du pouls, ça veut dire que malgré la fièvre, on a un pouls qui est normal ou bas. Donc, cela nous oriente vers la fièvre typhoïde, la fièvre Q, la légionellose et la méningite. La prise de la pression artérielle. Quand on a de la fièvre, donc on a une baisse modérée de la pression artérielle. C'est dû à la déshydratation et la vasodilatation. Mais si la pression artérielle systolique est inférieure à 100 millimètres de mercure, cela est le signe d'un état infectieux sévère. L'accélération de la fréquence respiratoire. Si elle est supérieure à 28 cycles par minute à 39 degrés Celsius, cela témoigne d'une mauvaise tolérance. L'état d'hydratation, donc
systématique et complet. Quand vous avez un patient qui a de la fièvre, donc on est devant le devoir de faire un interrogatoire minutieux et un examen clinique complet de la tête aux pieds et de tous les appareils. Et on aura à faire des examens complémentaires, une numération formule sanguine, un bilan inflammatoire, un bilan hépatique, un taux de LDH, à réaliser des hémocultures, à compléter éventuellement par une radiographie du thorax, une échographie ou une TDM en fonction des signes d'appel. Les causes des fièvres, on a des causes infectieuses et des causes non infectieuses. Les causes infectieuses, on a les causes bactériennes. À leur tête, on va citer la fièvre typhoïde. Toutes les infections virales, toutes les infections virales peuvent donner de la fièvre, de la simple grippe, de la varicelle, de la rougeole. Donc, toutes les infections virales peuvent se manifester et entraîner de la fièvre. Donc, les infections parasitaires, à leur tête, on va citer le paludisme et les infections mycosiques. Donc, comme exemple, on va citer les candidoses. Donc, parmi les causes des fièvres aussi, on a les causes non infectieuses, on a les hémopathies malignes, c'est autrement dit dans le jargon, dans le langage commun, les cancers hématologiques, les cancers et les syndromes paranéoplasiques, les maladies inflammatoires et dysimmunitaires. Donc, certains médicaments et vaccins peuvent entraîner de la fièvre. Donc, les causes métaboliques, telles que les rhumatismes microcristallins et la maladie thromboembolique. Quand on a une thrombose veineuse ou bien une embolie pulmonaire, ça peut donner de la fièvre. On arrive à la conclusion. Gardez en tête que la fièvre est un signe d'alerte. Donc, l'infection, elle domine les causes des fièvres, mais il faut savoir qu'il y a d'autres maladies qui peuvent aussi se révéler ainsi. L'enquête étiologique, elle est indispensable par un interrogatoire et un examen clinique qui vont orienter vers la cause. La paraclinique, est une confirmation de la cause. Donc, je vous remercie. Donc, pour ne pas perdre plus de temps que la qualité de la connexion nous fait perdre, donc, si vous avez des questions, vous allez me les envoyer sur le mail, d'accord? Et on passe au deuxième cours qui est plus court que le premier, qui est l'hiérarchisation des examens complémentaires. Donc, le cours va être posté sur la plateforme du site dans la soirée ou d'ici demain matin au maximum. Et la version est hors connexion. Donc, je vais faire un enregistrement sans coupure. Je ne vais pas envoyer chez le délégué, je vais poster sur la plateforme de la fac qui est accessible pour tous les étudiants. Maintenant, on passe au deuxième cours qui est l'hiérarchisation des examens complémentaires. Donc, gardez mon mail. Donc, dans les objectifs pédagogiques est de vous faire une introduction à la notion de hiérarchisation et utilité des examens complémentaires dans la démarche diagnostique. Aussi, histoire de vous initier aux examens complémentaires usuels, biologie, imagerie et microbiologie. Le plan que nous allons suivre, on va voir une introduction, les examens complémentaires au lit du malade, les examens complémentaires à demander systématiquement, les examens complémentaires spécialisés suivant les cas et enfin une conclusion. Ah, ok, pas de souci. J'ai normalement le mail d'une des déléguées, je vais lui envoyer, elle va vous les envoyer. Il n'y a pas de souci.
Pas de souci. Donc pas de souci, je vais l'envoyer au délégué. Donc en introduction, donc la prescription des examens complémentaires ou bien paracliniques va se faire dans 2 circonstances. Donc dans le dépistage ou bien dans le diagnostic. Pour le dépistage, il s'agit en général de recommandations qu'on va suivre, qui se font, ces bilans-là, ils vont être faits à l'ensemble de la population d'un pays afin de dépister certaines pathologies qui ont été, considérées comme fréquentes, donc afin de faire leur prévention ou bien les traiter d'une manière efficace si on les découvre par le biais de ce dépistage. Donc, rappelez-vous quand on nous faisait les visites périodiques de l'hygiène scolaire, on nous faisait la chimie des urines. C'était pour chercher un diabète. Aussi, quand on fait les visites périodiques de la médecine du travail, on fait certains bilans afin de rechercher le diabète, la dyslipidémie. Donc, c'est dans ce sens-là, pour faire de la prévention et du traitement efficace. Donc, la deuxième situation, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est la circonstance la plus fréquente de prescription d'un examen complémentaire. Donc, on demande un examen complémentaire, donc toujours après une approche clinique bien conduite qui va permettre d'élaborer des hypothèses diagnostiques. En fonction de ces hypothèses diagnostiques, on va être guidé pour prescrire les examens complémentaires qui vont permettre d'apporter d'autres arguments afin de garder ou d'éliminer ce diagnostic. Donc, pour la prescription d'examens complémentaires, on doit toujours, la prescription des examens complémentaires doit toujours être précédée d'une démarche clinique. Démarche clinique veut dire, bien sûr, interrogatoire et examen clinique complet. Une fois avoir fait un examen clinique complet et un interrogatoire minutieux, on doit se poser certaines questions. Pourquoi je vais prescrire tel examen complémentaire? Quand je prescris tel examen, quel résultat j'attends? Et qu'est-ce que je dois conclure dans le cas où il revient normal? Et qu'est-ce que je dois conclure dans le cas où il revient anormal? S'il revient normal, OK, ça va me permettre de poser le diagnostic auquel j'ai pensé. S'il revient normal, ça va me permettre d'éliminer un diagnostic. S'il revient anormal, ça va me permettre de poser mon diagnostic ou bien de demander un autre examen. OK? Donc toujours, quand vous demandez des examens complémentaires, c'est après une démarche clinique et toujours se poser la question: «Pourquoi je demande tel examen? Qu'est-ce que j'attends de cet examen? Et qu'est-ce que je dois conclure quand je reçois son résultat, qu'il soit normal ou anormal?» Maintenant, on passe aux examens complémentaires au lit du malade. Les examens complémentaires au lit du malade, c'est essentiellement l'examen des urines, qui va donner des renseignements très précieux. Déjà, les urines vont être recueillies en totalité dans un bocal vide sur une durée de 24 heures. Donc, sur une durée de 24 heures, c'est-à-dire le malade, à son réveil, par exemple à 7 heures du matin, il va uriner dans les toilettes. Puis, il va uriner dans un récipient et collecter et recueillir ses urines dans ce récipient pendant 24 heures jusqu'au lendemain matin où il va uriner la dernière fois dans le récipient. Puis, il va donner les urines collectées soit à l'infirmière du service ou bien il va les remettre au laboratoire d'analyse médicale. OK? Donc c'est clair pour le recueil des urines, des 24 heures en totalité. Donc le volume des urines,
recueilli sur les 24 heures va être noté sur une feuille de surveillance et va permettre de tracer une courbe, soit d'une diurèse horaire ou bien d'une diurèse des 24 heures. Donc, cette feuille thérapeutique et de surveillance qu'on a vue tout à l'heure, donc, tout à l'heure, on a vu la courbe thermique, mais sur cette case-là qui est en agrandissement ici, donc c'est le volume des urines qui est de 0 jusqu'à 2000 en passant par 500, 0 cc, 500 cc, 1000 cc, 1500 cc et 2000 cc. Et on peut les noter chaque heure et faire la courbe de la diurèse chaque heure, et ou bien faire la diurèse des 24 heures et faire la courbe de la diurèse des 24 heures chaque jour. Donc, pour l'examen des urines, on a dit que ça donne des renseignements qui sont très précieux. Donc, les urines des 24 heures sont recueillies en totalité dans un bocal vide. Donc, le sujet va se réveiller à 7 heures du matin et il va uriner ses premières urines dans les toilettes. OK? Puis, il va collecter toutes ces urines et les recueillir dans un bocal jusqu'au lendemain matin. Donc, les urines recueillies pendant toute cette durée des 24 heures, si le malade il est hospitalisé, il va les donner, donc il va les remettre à l'infirmière du service, donc qui va tracer donc la courbe de la diurèse des 24 heures. Parfois, la surveillance elle est plus rapprochée et on va récupérer les urines collectées chaque heure. Et ça va nous permettre de tracer la courbe de la diurèse horaire. OK? On continue. La surveillance de la diurèse, donc dans notre CHU, donc dans chaque service, on a ces fiches thérapeutiques et de surveillance. On a cette case-là, donc sur laquelle donc est mentionné le volume des urines et on peut tracer la courbe donc de la diurèse des 24 heures ou la courbe de la diurèse horaire. Donc, quand on recueille les urines, donc leur couleur est notée, donc comme c'est illustré sur ce schéma-là, donc elle peut être jaune clair, diluée, rouge, d'une couleur brun foncé ou carrément hémorragique, témoignant d'une hématurie macroscopique. Donc il faut noter aussi l'odeur des urines. Donc l'odeur normale, c'est l'odeur de l'ammoniac. Donc les urines peuvent avoir une odeur mauvaise, nauséabonde, témoignant d'une infection urinaire. L'urine pathologique présente une douleur caractéristique. Là aussi, je vous donne aussi l'exemple donc, de l'infection urinaire. Euh, L'autre examen qu'on peut faire sur les urines, c'est la chimie des urines ou bien les bandelettes réactives. Les bandelettes réactives, donc, qui nous permettent de chercher donc le sang, une hématurie microscopique. Donc, on a des urines qui sont en apparence jaune clair, mais qui contiennent finalement du sang. Donc, ça va permettre de détecter l'albumine, l'acétone, de mesurer le pH urinaire, détecter la présence de bilirubine dans les urines, de mesurer la densité urinaire et aussi de rechercher des leucocytes ou bien des globules blancs dans les urines. Donc, la chimie des urines. Donc, on va recueillir les urines dans un récipient propre, puis on va plonger la bandelette, on va la tapoter un peu sur le bord du bocal pour enlever l'excédent, puis on va la comparer, pour comparer la bandelette donc, sur les zones ou bien les échelles qui sont collées sur l'emballage des bandelettes. Donc, et on doit respecter le temps de lecture, donc, qui est de 2 minutes pour détecter les leucocytes et 1 minute pour les autres paramètres. Donc, pour l'examen des urines, donc, on peut évaluer différents éléments concernant les urines et ça peut se faire au lit du malade. On a terminé avec
Donc les examens complémentaires au lit du malade et on passe aux examens complémentaires à demander systématiquement. Donc on demande systématiquement le groupage, qui est obligatoire, On va préciser le groupage Rhésus, donc vous connaissez les différents groupages, le AB et le O, avec le Rhésus positif et négatif respectivement. Chaque personne doit connaître son groupage, c'est très important si la personne elle fait un accident et aussi il est important de connaître est-ce qu'on est un donneur ou un receveur universel. Euh, Quand on fait le groupage, on nous délivre une carte de groupage où il y a le nom du laboratoire, le nom de la personne, sa date de naissance, son groupage et son résus et le cachet du laboratoire et du médecin ou bien du pharmacien qui a délivré ce, euh, cette carte groupage. Autre examen complémentaire à demander systématiquement, c'est la numération formule sanguine, qu'on appelle NFS. Elle va nous donner des renseignements sur le nombre de globules rouges, le taux d'hématocrite, d'hémoglobine, donc du VGM, du CCMH, donc du nombre de globules blancs et de plaquettes. Et ça peut révéler une anémie, une polyglobulie, une hémopathie, donc une maladie hématologique de la lignée blanche telle que la leucémie ou bien la granulocytose, une leucopénie qui est une baisse anormale du taux des globules blancs, une hyperleucocytose qui est une augmentation anormale du taux des globules blancs, une thrombocytose qui est une augmentation anormale du taux des plaquettes et la thrombopénie qui est une baisse anormale du taux des plaquettes. Donc, ces paramètres-là, vous allez les voir en détail quand vous allez faire donc, la sémiologie hématologique. La vitesse de sédimentation globulaire, qu'on appelle dans notre jargon quotidien la VS, donc c'est une technique de laboratoire qui est très simple, qui peut nous donner une orientation diagnostique et qui permet de suivre l'évolution de certaines maladies. Donc, on va voir la vitesse de sédimentation du globule rouge, des globules rouges, pardon. La vitesse de sédimentation, elle va se retrouver accélérée dans les maladies infectieuses, qu'elles soient aiguës ou chroniques, dans les rhumatismes inflammatoires, pratiquement dans toutes les maladies systémiques, dans les affections malignes, que ce soit cancer ou bien hémopathie maligne. La VS peut être faussement accélérée chez la femme enceinte ou bien en cas d'anémie, et elle est faussement basse dans la cryoglobulinémie. Autre examen complémentaire à demander systématiquement, la fonction rénale qui comporte l'urée, le taux d'urée, le taux de la créatinine sanguine et le calcul de la clairance de la créatinine. Aussi, il faut demander une glycémie qui peut être à jeun et aussi postprandial. Un autre examen qu'on demande systématiquement, c'est la radiographie du thorax, en général de face, qui a l'avantage de nous donner une idée sur l'état du parenchyme pulmonaire, mais aussi du médiastin, le cœur, l'aorte et aussi les ganglions. Maintenant, on passe aux examens complémentaires spécialisés suivant les cas. Dans les situations où le diagnostic est difficile, certains examens spécialisés sont indispensables et ils sont différents suivant l'organe atteint, la symptomatologie d'appel et, et nos hypothèses diagnostiques. Par exemple, si on a pour l'appareil respiratoire, on recherchera les BK dans les crachats si on a une suspicion de tuberculose. Si on est devant une situation d'hypoxie, on va mesurer les gaz du sang ou réaliser ce qu'on appelle la gazométrie par un prélèvement de sang artériel. Le scanner thoracique,
Donc on va le réaliser si on a une image radiologique suspecte sur la radiographie du thorax. Donc si on a une image sur le thorax qui nous permet pas, avec laquelle on n'arrive pas à poser un diagnostic précis, donc on va réaliser un scanner thoracique. Pour l'appareil cardiovasculaire, par exemple, on a un patient qui se plaint d'une douleur thoracique dans la région du cœur, on va réaliser un ECG. L'échocardiographie donc sera demandée si on a des anomalies ECG, euh, pour préciser s'il y a une hypertrophie, euh, par exemple, d'une cavité cardiaque, ou bien s'il y a un trouble du rythme, on va compléter par une échocardio pour chercher donc la cardiopathie en cause. L'échodoppler vasculaire veineux, donc on va explorer les veines donc à l'aide d'un appareil échodoppler en cas d'une suspicion d'une thrombose veineuse. L'épreuve d'effort donc sera réalisée quand on a un angor d'effort, donc c'est-à-dire une douleur thoracique dans la région du cœur à l'effort avec certaines anomalies de l'ECG. Donc, on va compléter par ce qu'on appelle l'épreuve d'effort. Pour l'appareil digestif, on demandera une échographie abdominale si à la palpation, on va palper une masse abdominale ou bien une ascite ou bien une hépatomégalie qui est une augmentation donc, de la taille